Le 19 mai 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film britannique Tessa, la nymphe au cœur fidèle, The Constant Nymph, texte intégral. Le roman de Madame Margaret Kennedy, dont on a tiré le film projeté au studio Raspail, relève d'une tradition anglo-saxonne très vivace. C'est l'histoire d'un amour pur et inachevé dans un milieu excentrique, ou, si l'on préfère, d'une petite fille et d'un musicien. Leurs aventures morales et sentimentales progressent de pair. Tessa est une des 7 enfants nés de mariages et de liaisons diverses que le compositeur Zanger, génial mais très fou et presque inconnu, promène avec lui dans son existence besogneuse et fantaisiste. Lewis, bohème invétéré lui aussi, est le disciple favori de Zanger. Il a ses grandes et petites entrées dans le chalet du Tyrol, véritable caravansérail où s'entasse à la belle saison la progéniture bigarrée du maître, la favorite de l'heure et les innombrables invités racolés aux 4 coins de l'Europe. Tessa nourrit une admiration passionnée pour ce grand Flandrin de Lewis, bouillonnant de rythme, d'entreprises amusantes, si habile à épouvanter les gêneurs, très nombreux au foyer Sanger. Mais Tessa se sait trop petite pour avoir auprès de Lewis d'autres pensées que leur jeu, leur comédie musicale. Elle le lui a dit, ouvrez les guillemets. « On va m'envoyer à l'école, je ne reviendrai que plus tard. Avant ce temps, fais-moi 3 promesses. Ne te marie pas, ne va pas en prison, ne meurs pas. » Fermez les guillemets. Lewis conserve bon pied et bon œil, son casier judiciaire reste vierge, mais une cousine des Zanger, Florence, entrée en scène à la mort du vieux musicien, le conquiert rapidement par son élégance et sa gracieuse sollicitude. Il se marie. Florence est riche, cultivée, délicieusement installée à Londres. Elle a de multiples obligations mondaines, les habitudes et les préjugés que cela comporte. Elle n'imagine pas que Lewis puisse arriver autrement que par les salons. L'ancien bohème, cependant, s'ennuie devant les mécènes officiels et les snobs. Il est tout heureux d'accueillir la petite Tessa, échappée d'un ennuyeux collège où elle dépérissait. Elle vivra dans le jeune ménage. Pour Lewis, elle représente les meilleurs souvenirs de ses années d'apprentissage, d'insouciance et de liberté. Tessa peut satisfaire une passion aussi secrète que peu exigeante, puisqu'elle ne souhaite que d'avoir une petite place auprès de Lewis. Mais Florence, avec son instinct féminin, devine une rivale. Sa jalousie lui inspire de tels gestes qu'elle éclaire Lewis sur les sentiments évidents de l'adolescente. Des maladresses, des brutalités de l'épouse, et l'artiste prend le parti de sa chère petite camarade. Après un concert où il a été acclamé, il part avec elle sans bien savoir ce qu'il adviendra de cette escapade, songeant peut-être à la mettre dans un couvent où il viendra la distraire, l'encourager. Tessa s'étonne. Elle croyait qu'ils allaient s'aimer, sans plus tarder. Pour ménager une fin, elle meurt subitement durant leur fugue, moins heureuse que sa sœur aînée en littérature, la Tess d'Uberville de Thomas Hardy, qui eut une nuit de bonheur avant de disparaître. Le film s'arrête sur cet épilogue un peu factice, auquel s'ajoute dans le livre le retour de Lewis à son foyer. Les arbitres qualifiés, priés de dire si l'on pouvait extraire un film de ces 400 pages touffues, seraient sans doute demeurés réticents. Comment le cinéma pourrait-il se substituer à l'écrivain dans l'analyse d'un monde moral assez complexe, puisqu'on y rencontre les ambitions, les déceptions d'un artiste très original? Sans doute, dans le film, auquel a collaboré Madame Margaret Kennedy en personne, les caractères n'ont pas le dessin très vivant, l'attachante diversité que l'on retrouve dans le livre. Les personnages de second plan surtout, tels l'impresario russe Trégorine, le richissime juif Birnbaum, joué d'ailleurs avec beaucoup d'humour par M. Schulz, sont taillés tout d'une pièce. Mais c'est déjà un tour de force que d'être allé aussi loin, d'avoir mis enfin à la scène un artiste dépouillé de toute fadeur, de toute emphase, réduit de façon presque négligeable la part de la convention dans la querelle de Florence et de Tessa. Les éléments proprement cinématographiques, qui décidèrent sans doute de la réalisation, bohème dans un coin rustique du Tyrol, bric-à-brac amusant du foyer Sanger, conservent presque toute leur saveur ou leur juvénile gaieté,
Le texte est rapide, les images sans cesse renouvelées. C'est en somme le premier film anglais qui passe la Manche. En effet, sauf 2 comédiens, toute l'interprétation, tout l'état-major sont britanniques, alors que nous avions vu jusqu'à ce jour toute la production des studios de Londres aux mains des étrangers. Henri VIII dut bien son succès à M. Longton, le premier acteur d'Europe, peut-être, anglais de pure souche, mais il naquit grâce à un russe, M. Alexander Korda. Au surplus, Henri VIII a été fait avec goût, mais sa technique ne supporte aucune comparaison avec le souple découpage, la sûre et sobre mise en scène de Tessa. L'interprétation, enfin, est très séduisante, débarrassée de cette raideur que l'on pouvait croire invincible chez des comédiens britanniques. C'est M. Brian Aherne, Lewis, musicien nerveux, sensible, débraillé, assez mal embouché, exprimant par ses moindres gestes une nature exceptionnelle, mais sauvage. M. Lynn Harding, dans la saisissante composition du vieux Sanger, bouffi, alcoolique, mais au génie toujours lucide. Madame Peggy Bliss, la maîtresse mûrissante, belle et lourde, criarde et bornée. Surtout mademoiselle Victoria Hopper, la merveilleuse petite écolière Tessa, si vraie dans sa pudeur, sa fougue, si poétique et cependant si simple.